Bonjour à tous, c'est Thomas Moody, je vais vous parler de photographie, ce qui n'étonne plus personne, et même ce qui n'étonne plus personne, je le dis à chaque fois, donc ça va devenir un ensemble de non-étonnements au début de chaque vidéo. Bref, je vous avais dit que je faisais des interviews cette année, et sans surprise, vous avez compris qu'on en fait une, parce que je suis pas tout seul dans cette vidéo, on est deux, je suis avec Rêvelise. Bonjour Rêvelise. Bonjour Thomas Moody. Ouais, c'est très étonnant, parce qu'on s'est dit bonjour avant, mais on se dit jamais assez bonjour. C'est vrai. Rêvelise, qui est son vrai prénom, parce que je sais qu'on va avoir la question à peu près 500 fois, donc oui, c'est son vrai prénom, comme Thomas n'est pas le mien, mais je vous laisserai deviner le vrai dans les commentaires. Et on va commencer par une question extrêmement simple. Rêvelise, tu peux te présenter ? Je peux me présenter, oui. Effectivement, Rêvelise étant mon vrai prénom, je peux le prouver avec ma carte d'identité, ce qui m'est quand même assez souvent demandé en réalité. J'ai 26 ans, très bientôt 27. Alors, c'est peut-être le moment de donner ta date d'anniversaire, si ça tombe prochainement. Non. Ou alors, peut-être que je peux te la donner et tu me frierais quelques livres photos. Il va falloir faire de la place à un moment. Tu sais qu'il n'y a pas longtemps, on m'a dit que c'était un fond vert. C'est vrai. Ah mais oui, j'ai vu cette espèce de polémique. Non, ils sont là. On peut les toucher, même les lire. Et ça, c'est vraiment bien. Du coup, 26 ans, je suis née dans le bassin minier, à Lens. Je n'en suis pas peu fière. De ne pas avoir l'accent, déjà, c'est vraiment une fierté personnelle. Je suis photographe, depuis peu artiste-auteur, parce que je suis enfin bougé les fesses pour faire les petits papiers, Ursaf du Limousin, tout ça. Et voilà. Du coup, tu as dit que tu étais photographe. Pourquoi tu fais de la photo, Rêvelise ? Et pourquoi pas tu ferais du dessin ou de la danse ou du shifumi ? Pourquoi je fais de la photo ? C'est venu comment ? C'est venu assez tôt. Alors, je faisais beaucoup de dessins avant. Ma mère m'inscrivait à tous les concours dessins du monde que je faisais avec plaisir, je crois. Et puis, en fait, j'ai eu un petit appareil à un moment, qui était d'ailleurs celui de ma mère. Et j'ai commencé à faire des photos vraiment bidons, quoi. Pour le coup, tu vois, les fleurs dans le jardin, je sais que c'est un sujet que t'aimes particulièrement. Une grosse passion, oui. Ouais, mais pas en macro, quand même. Il pouvait pas faire ça. C'est vraiment un petit boîtier, mais ça devait être un truc genre 1 million de pixels, un truc, mais ridicule. Ça sent enfant des années 2000. Ouais, avec un tout petit moniteur. Mais tu sais qu'ils étaient vraiment ridiculeusement petits, là. Et en fait, je me souviens que j'ai dû faire un voyage scolaire ou un truc comme ça. Et en fait, ça me suffisait pas. C'est-à-dire que je faisais les photos avec ce truc-là et je me disais, putain, je peux peut-être faire... j'aimerais bien avoir mon boîtier à moi, un truc un peu plus moderne, tu vois. Et c'est la première fois, je crois, que j'ai économisé de ma vie pour acheter autre chose que des jeux, genre Game Boy ou, tu vois. Et je me souviens que j'en avais trouvé un, genre dans les brochures... tu vois, que tu reçois dans la boîte aux lettres, et je m'étais dit, putain... À l'époque, on avait des boîtes aux lettres. Ouais, et des brochures aussi, d'ailleurs. Genre l'époque où tu les jetais pas immédiatement à réception. Et du coup, j'ai acheté ce petit boîtier qui était un genre de Samsung, tu sais, Coolpix, là, et truc vraiment tout petit aussi, où tu pouvais mettre des filtres, donc j'en mettais beaucoup. Et en fait, du coup, comme tu vois, j'avais fait un peu un investissement, je me suis mise à faire vraiment plus de photos, où je me souviens que j'invitais mes potes à faire des espèces de séances photos, genre dans les espaces verts de Vingles et de Douvrin, tu vois. Je m'étais fabriqué une sorte de pied. C'était un pied de travaux, tu vois, d'extérieur, où tu mets justement des gros spots, tu vois, pour les chantiers. Ouais. Et j'avais bidouillé un truc pour faire tenir le Coolpix dessus. Donc, en fait, t'avais un boîtier vraiment qui faisait genre 8 cm, tu vois, sur un trépied de chantier. Mais un truc de fou, tu vois. Et tu te baladais avec ça dans le bassin minier. Ouais, c'est ça, dans les marécages de Douvrin, effectivement. Et donc, depuis, en fait, j'ai toujours gardé toutes mes photos. Même sur genre mon petit Blackberry de l'époque et tout, j'ai des dossiers sur mon disque dur, mais remplis de merde, hein, du coup. Mais t'as réussi à tout garder. J'ai tout gardé. T'es passé entre les balles de tous les accidents d'archivage possibles, de PC cassés. Bah écoute, ouais. D'ailleurs, c'est assez fou parce que je peux faire pas mal de bourdes, tu vois, où genre je me dis, je vais mettre tout ça sur une clé et en fait je pomme la clé. Et la mettre à la machine à laver. Non, ça non, tu vois, non, ça va, accident d'eau, pas trop. Mais genre juste, tu vois, tu fais CTRL-SUP et tu t'en es pas rendu compte, ou t'as fait, plutôt que de faire un copier-coller, t'as fait un couper-coller, sauf que t'as pas collé, tu vois. Et après, bah, t'es dans la merde, en fait. Donc ça, c'est plutôt mon genre, mais pas sur les photos. Vraiment, il y a rien qui a disparu, en fait, depuis que j'ai, à peu près 10 ans, je pense, tu vois. Et après, bon, voilà, pour accélérer un peu le truc,
je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, en fait, de garder des souvenirs de choses. Et à l'époque, j'étais vraiment pas dans une démarche ni d'esthétique, ni de rien du tout. C'était vraiment la photo comme on la pense à cette époque-là, où tout à coup, on peut avoir des appareils et on sauvegarde des trucs. Donc, j'avais des photos de ma souris qui chiait sur mon lit, tu vois, à l'époque, typiquement. J'ai de belles pièces à garder pour la suite. C'est important, n'est-ce pas? Et voilà, et du coup, je pense que petit à petit, j'ai pris le truc un peu plus au sérieux, tu vois. Surtout au voyage scolaire, où c'est vraiment les moments où tu commences à voir autre chose que Douvrin City, tu vois. Et où je me rendais compte que je me mettais déjà un petit peu plus composée à regarder d'autres choses. Ouais. Pas seulement genre cliquer sur les bâtiments et portraits de, je sais pas, Jean ou Pierre qui bouffent des chips, tu vois. Où là, j'ai commencé à me dire, je vais essayer de faire quelque chose de meilleur avec ce boîtier, parce que c'était aussi le but, tu vois, de monter un peu en gamme. Et donc, voilà, la photo s'est un peu immiscée comme ça, où du coup, petit à petit, j'ai commencé à faire des photos en dehors des voyages. Et puis, bon, après, t'as les téléphones aussi, où tu commences, voilà, t'es ado, tu commences à faire quelques photos, des potes, de toi-même, de ton quotidien, tu vois, vraiment du vernaculaire pur et simple. Du vernaculaire. Ouais, non, concrètement, c'est ça, tu vois. On mettra la définition. Ça me paraît parce qu'il y a eu une polémique sur une expo de Walker Evans au centre Pompidou, et c'est devenu un running gag parce que les textes contenaient 500 millions de fois à peu près le mot vernaculaire. Et du coup, à chaque fois que j'entends ça, ça me fait rire. Mais c'était exactement ça dans le contexte. Mais... Je l'ai bien utilisé au moins. Et je ne le dirai pas plus. Mais je repense à ça à chaque fois, c'est pour ça. Ouais, j'imagine que ça a dû te marquer parce que 500 fois, c'est quand même beaucoup. Ouais, ça m'a marqué vernaculairement, pardon. Magnifique. Je pense qu'on peut boucler à Merci à tous, pensez à vous abonner. Lâche un pouce. Du coup, voilà, concrètement, j'en étais là. À partir de là, tu vois, quand j'ai eu le cool pix, vers, je dirais, autour de 13-14, ça stagnait à cet endroit-là, tu vois. Du coup, je faisais des photos avec ma belle-sœur, des poses à la con de teenager con, en fait. Et puis, il y a vraiment eu un bouleversement dans la manière de regarder la photo quand j'ai vu l'exposition Moriyama à la Tate, à Londres. Okay. C'était quasiment l'une des premières fois que j'allais véritablement au musée, et qu'en plus, j'avais une expo photo quand même d'une très grande qualité sous les yeux. Et en fait, je traverse l'expo, et vraiment, physiquement, il se passe quelque chose. Je suis un peu... je me sens touchée, mais comme j'avais jamais été touchée par juste l'art, parce que j'en avais pas vu beaucoup jusque-là. Dans ma famille, on n'est jamais allé au musée. Il y avait rien au mur. J'avais aucune culture artistique. Pour moi, c'était un truc d'érudit presque, tu vois. Je rappelle que je viens de Douvrin et que... Sans cliché sur le bassin minier. Non, bien sûr. Non, mais c'est vrai que dans ma famille, il n'y avait pas du tout d'intérêt en fait pour l'art. Juste ma mère, avec le temps que j'ai vu, commençait à vraiment lire beaucoup. Donc, je savais que les livres existaient et qu'on pouvait vraiment y prendre du plaisir, mais c'était tout, tu vois. Et donc là, je suis dans cette expo et en fait, je me sens presque fébrile, je me sens émue. Et je vois ces noirs et blancs qui sont hyper profonds et cette espèce de truc très, très à la volée, tu vois, de Moriyama, qui a l'air de vraiment d'avoir une sorte d'extension de son regard, quoi. Et je me disais, mais c'est assez impressionnant, quoi, parce que finalement, j'y vois... Alors, je veux pas faire de parallèle chelou, mais moi, ma manière de faire la photo, c'était justement ça. En voyage ou dans ma vie, d'essayer, mais c'était très... Capturer ce qui était proche, en fait, un peu comme... Voilà, mais j'avais pas de positionnement graphique, esthétique du tout. Et là, il y avait ça en plus. Tu vois, il y avait vraiment Moriyama, on pense noir et blanc, on pense densité, et vraiment spontanéité, et une sorte de rythme aussi. Enfin, tu sens vraiment la balade, en fait, dans son travail. Et je suis ressortie de ce musée, mais vraiment en pleurs. Alors un pleur, je pense, un peu discret, parce que je comprenais... Intime. Un pleur intime. Du coup, j'étais vraiment émue par ce que je venais de voir, et je pense de découvrir, en fait, que finalement, tu pouvais... la photo pouvait aller au-delà que juste le souvenir d'un truc, parce que concrètement, c'était ça qui se passait. Je prenais un peu des souvenirs de, tu vois, la famille, les amis, des trucs vraiment... pas useless, parce que c'est ce que je fais encore aujourd'hui,
Mais en tout cas, à l'époque, il n'y avait aucune intention du tout. Voilà, c'est ça, je pense, qui a changé les choses. C'est que du coup, là, j'ai compris que je pouvais m'approprier un peu ce médium-là. Et la chose importante, c'est que je suis allée à cette expo avec Olivier, qui était à l'époque mon professeur d'histoire au lycée, donc que j'ai rencontré vraiment dans le contexte de l'école, enfin du lycée, et avec qui je suis devenue amie très vite et très fort. J'ai toujours eu un lien assez serré avec mes profs, même petites, en fait. Je suis toujours sentie plus proche de personnes nettement plus âgées que moi, que de personnes de mon âge, mais vraiment dès l'enfance. Et du coup, comme je savais qu'il faisait de la photo, c'est un peu comme ça qu'on a commencé à discuter. Olivier est vraiment devenu un ami très très proche. Et voyant en fait mon intérêt pour la photographie, il m'a prêté, mais genre pendant très longtemps, son 5D. D'accord. Donc je passe du Coolpix au 5D Mark III, le réflexe, 50 mm, focale fixe. Il y avait un zoom aussi que j'utilisais pas mal. T'étais au lycée, c'est ça? Ouais, là, c'était le Rolls-Royce absolu. Mais de ouf, quoi. En plus, moi, j'étais du coup petite étudiante, j'avais pas une thune à la maison, c'était vraiment pas facile du tout. Et donc, j'avais pas vraiment de confort dans ma vie. Enfin, c'était vraiment de la survie à ce moment-là pour moi, personnellement. Okay. Et Olivier m'a aidé sur un nombre incalculable de points, mais surtout, en fait, il m'a dit « Tiens, prends ça et vois ce que tu peux faire, en fait. À mon avis, tu peux faire un truc avec ça. » Et donc, forcément, quand tu chopes un matos aussi sérieux, tu commences à te demander comment tu peux faire un truc sérieux avec, tu vois. Ça te pousse à être un peu au niveau en disant, il y a un... Ouais, j'ai des possibilités, en fait, là. Tu vois, genre... je peux plus me cacher derrière un filtre Coolpix. Je peux plus, tu vois, je fais une sale pub à Coolpix, mais en vrai, c'est très bien parce que ça a été vraiment une petite ascenseur quoi dans le matériel. Et là, j'avais vraiment effectivement la Rolls-Royce. Et autour de 17-18 ans, je pense que j'étais à un moment dans ma vie où j'avais vraiment peur des autres. J'étais effrayée par les autres. J'avais vraiment pas confiance en moi, mais vraiment, c'était même plus dans les chaussettes, c'était sous terre, quoi. Enfin, c'était vraiment compliqué pour moi de prendre ma place, en fait. Et d'approcher les autres et de pas tout le temps me descendre et me comparer en permanence. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'avoir très peu de valeur à cette époque-là. Et du coup, le fait d'avoir ce boîtier, je pense que ça a ouvert une petite porte à l'intérieur de moi de faire des photos des gens, justement, qui m'impressionnent ou dont j'ai peur, ça va m'aider à aller vers eux dans un but précis. Ouais. Ça te donne une excuse un peu de l'appareil. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était un petit peu mon shield, tu vois. C'est-à-dire que... Bouclier. On va nous faire la remarque. C'était mon bouclier, effectivement. Et c'était un bon moyen pour moi d'aller vers les autres, de présenter ce que je voulais faire. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu comme ça qu'est née Chaleur Humaine. Donc c'est vraiment mon tout premier... je sais même pas si je peux dire projet, parce que c'est un énième truc que j'ai commencé, que j'ai pas fini vraiment. Mais l'idée, c'était de faire des portraits de personnes, alors fortes, ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, pour qui j'avais quand même une certaine admiration, qui faisait que j'en avais un peu peur, tu vois. Je pense là naturellement à une fille qui était avec moi au lycée, qui avait déjà gamine, j'estime qu'on est quand même des gamins, tu vois, qui avait un charisme, mais un truc de malade mental, quoi. On aurait dit vraiment une femme, alors que nous, on était des embryons, quoi, réellement à côté d'elle. Et je me suis toujours tenue à l'écart de cette fille parce que j'avais l'impression qu'elle allait me manger tout cru. Pas qu'elle était vilaine, désagréable, pas du tout, mais en tout cas, elle avait une aura tellement puissante, tu vois, on aurait dit un boss, cette fille, que jamais je me serais même dit, vas-y, va lui parler. Enfin, tu vois, le genre de gamin que j'étais, genre vraiment dans son coin. Et quand j'ai pensé à Chaleur Humaine, en fait, j'ai pensé à elle, parce qu'elle avait ce truc en plus qui, photographiquement, est intéressant, tu vois, avec une sorte de personnalité qui elle avait rien à faire pour captiver l'attention, en tout cas à mes yeux, tu vois. Et donc je m'étais dit, ce serait un super sujet, va vers elle, fous-toi un peu à poil, tu vois, dis-lui ce que tu ressentais et en fait, confronte-toi aussi à ces gens-là, quoi, tu vois. Et en fait, elle était un peu genre, what?
Moi, je suis perçue comme ça et tout. Ouais. Le décalage. Grave. Et je dis, bah ouais, meuf, la nana, elle est juste. Elle est magnifique. Puis, en plus, elle avait une personnalité vraiment attrayante, tu vois. Même quasiment vraiment très ouverte, alors que moi, c'était un peu. On était un peu aux extrémités. Et on a fait, du coup, une séance chez elle, mais genre des années, du coup, après le lycée. Et je me suis dit, bah voilà, ça te permet d'aller un peu plus proche des gens, là où tu as toujours mis des distances parce que tu avais peur. Et donc, j'ai eu l'impression que c'était un outil qui me permettait de moduler un peu cette peur et puis peut-être de l'annuler à un moment. Et donc j'ai fait ça avec plein de gens, et des hommes, des femmes, enfin... Et je pense que ça m'a fait du bien de me dire, t'arrives à faire quelque chose qui te fait peur déjà. Puis j'avais l'impression de faire des images assez intéressantes. C'était pas, j'avais le sentiment que c'était pas substituable comme portrait en tout cas pour quelqu'un qui commençait et tout. Ouais. J'avais le sentiment qu'il y avait vraiment une qualité, un truc vraiment honnête. C'est vraiment le mot qui me vient. Pas substituable dans le sens où c'était des portraits que seul toi aurais pu faire en fait. Il y avait ton. Ouais, tu t'étais approprié le truc à ta façon. C'est ça. Bah, tu vois le portrait de Teresa. C'est le portrait rouge, une femme aux cheveux courts. Quand j'ai fait Artsep, oui. Tu vois, on le mettra à l'écran. Il est censé apparaître maintenant si on n'a pas raté le montage. Voilà. Bah, ce portrait, typiquement, il fait partie de Chaleur Humaine. Et vraiment, j'en suis très, très, très contente parce que il a vraiment une personnalité, tu vois. Il n'est pas tout plat. J'ai l'impression que je suis allée là où j'avais envie d'aller. En tout cas, avec cette personne-là, cette personnalité-là. Et je me reconnais, en fait, à travers cette image. Tu vois, c'est ça qui est important pour moi. Et donc, pour répondre à la question de départ, je pense que je fais de la photo parce qu'au départ, il y avait cette envie de créer du souvenir. Parce que vite dans ma vie, j'ai compris qu'il y a des choses qui partaient, qui s'arrêtaient, qui mouraient comme ça. Et que si on les avait pas gardées quelque part, elles n'existaient plus. Et ça a été vraiment il s'est passé un truc dans ma tête à ce sujet-là, sur la question de... La mémoire. La mémoire, voilà, exactement. Et après, ça a été un outil, alors ça peut être très bateau de dire ça, mais de développement vraiment pour moi-même. Où je pense que ça a fait que j'ai déverrouillé des choses grâce à la photographie, que je continue de déverrouiller aujourd'hui à travers d'autres sujets, d'autres manières de faire, notamment via l'argentique. Ça a été... je pense la meilleure direction que j'ai prise dans ce que je faisais en photographie. Ce qui fait d'ailleurs que le Mark III, je l'ai rendu. J'ai acheté un Mark IV, je l'ai revendu et j'ai acheté du coup des boîtiers argentiques, quoi. Voilà. Il y a juste un point que tu as ouvert et on a pris l'autre chemin de ta pratique. Ouais. Question toute bête, tu dis que Moriyama ça a été un choc pour toi et que tu t'es un peu tilté en disant ok, la photo je peux faire d'autres trucs, ça peut être ça, etc. Est-ce que c'est une piste que tu as continué après, sur son travail, ou est-ce qu'il y a eu d'autres découvertes qui t'ont marqué comme ça au fur et à mesure, qui ont été un peu, pas forcément sans faire ton top 10, mais un peu des découvertes qui ont été fondatrices en disant ok putain lui fait ça, et ça aussi ça t'a emmené plus loin et t'as été découvrir un autre truc avec... Alors oui, c'est clair qu'une fois que tu as ouvert le truc, bah tu vas dedans, puis tu te dis ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ça je pense qu'il faut que ça arrive tout le temps, pour le coup. Après, si on prend vraiment la temporalité là, à ce moment-là, je me suis tellement pris une claque en fait, la photographie, c'est pas juste genre la photographie de monsieur et madame, ça peut être un art à part entière. Il m'a fallu déjà un moment pour juste process ça, tu vois, et me dire ok, en fait c'est sérieux, il y a des gens qui regardent la photo, il y a des gens qui en achètent. Bon, ça c'est venu aussi assez loin, mais au départ il y a vraiment eu ce point d'ancrage là de ça existe, mais j'avais pas encore la curiosité pour aller chercher d'autres artistes. Ou c'est plutôt moi que j'ai remis en question toute seule en fait, est-ce que tu veux faire ça, est-ce que tu te sens capable de faire ça? Et c'est après, et surtout à partir de l'argentique, que j'ai vraiment commencé à développer une culture. Parce que je pense que y a un moment, je me suis trompée de voie, en quelque sorte. C'est-à-dire que lycée, on te dit qu'il faut chercher un travail, à un moment, il faut te former pour un travail. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Moi, à cette époque-là, je voulais être psychologue. Donc, je veux dire, j'avais pas associé photo égale potentiel travail, du tout. J'ai évidemment fail la fac parce que en fait, j'en avais marre de l'école, quoi, tout simplement. Sauf qu'après, tu sens que tu fous plus rien parce que t'es juste dans ton 11 mètres carrés à manger des chips, donc à un moment, il faut quand même te bouger.
Là, j'ai fait une formation pour être manager en entreprise. J'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler. Et c'est au bout d'une certaine usure au travail, parce que j'étais en restauration rapide, donc c'était, en fait, j'étais tout le temps en train de soit dormir, soit travailler. Donc, il y a un moment où tu te dis, ma vie est nulle, en fait. Pourquoi je fais ça ? Et il y a le Mark III. Donc, je me dis, est-ce que je commencerais pas à faire des petites prestats, etc. Et à ce moment-là, je suis en contact avec un gars qui bosse pour une grosse boîte d'assurance, et il me dit, on doit faire une convention, une assemblée générale, jour de convention, telle date, on cherche un photographe, est-ce que tu peux le faire ? Et en fait, moi, je m'étais dit, je sais pas trop, tu vois. Il me dit, tu vas être payé 1005 pour la journée. Bah ouais, j'arrive à 9h, bonjour. Du coup, j'ai fait vite les trucs pour me déclarer, parce que là, j'allais bosser avec une big entreprise, il fallait pas faire n'importe quoi, tu vois, puis je voulais vraiment commencer à faire les choses bien. Donc, je me déclare, etc. Et je continue le boulot en restauration rapide. Et il y a un moment où, tu sais, je suis KO et je me dis, mais putain, mais en fait, je peux avoir En fait, je suis déclarée, c'est comme si j'avais un métier là déjà. Bouge-toi le cul et deviens photographe. Et donc, j'avais un statut de photographe prestataire, quoi. Ok. Donc, j'ai commencé à faire des prestats pour les entreprises, des conventions. Pour les particuliers, je préférais bosser avec les particuliers, donc j'ai fait des séances portraits, des séances couple. Tu vois. C'est à ce moment-là qu'Étreinte est arrivé ou c'est un peu. C'est à l'issue de ça, on va dire. Parce que du coup, je dirais que c'est à cheval entre Chaleur Humaine, donc les portraits, et les prestats. Okay. En fait, je me disais, les gens te payent pour faire des photos d'eux. Est-ce que tu peux pas faire un truc personnel qui ait du sens pour toi, mais qui soit pas ni mainstream ni boring, tu vois. Et j'avais déjà ce truc avec les couples, et je ressentais pendant les séances couples que je m'ennuyais, en fait, tu vois, les espèces de poses bisous dans les parcs et tout, où je me disais, putain, je fais ça, est-ce que ta vie, c'est toujours pas de la merde ? Alors, no offense pour les gens qui font ça. Je pense qu'il y a des gens qui font ça très bien et à qui ça plaît de faire ça. Ouais, qui aiment le contact, peut-être, tu vois. Exactement. Et d'ailleurs, c'est comme les photographes de mariage. Moi, c'est un boulot que j'arrive pas à faire, qui me stresse, qui me procure pas vraiment de plaisir. Et pourtant, je sais que, autour de moi, j'ai des collègues qui vivent pour ça, tu vois, qui sont vraiment genre, moi, mon truc, c'est de shooter les mariages des gens, tu vois. Et je pense qu'il faut laisser aussi ces boulots à ceux qui veulent vraiment le faire, tu vois. Moi, c'est un moment où je finis par m'ennuyer en prestation. Et c'est aussi pour ça que je pense que Étreinte est venu tout doucement. Alors du coup, Étreinte, c'est quoi pour les... Je le connais, tu le connais ? Oui. Étreinte, c'est un projet sur le couple, les relations de couple, mais vraiment dirigé vers l'aspect sexuel du couple. Alors en ça, tout de suite, on imagine... je sais que quand je présente ce projet-là et que je parle de sexualité, malheureusement, il y a très 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 vite le mot pornographie qui pop comme ça dans la tête des gens. Moi, je considère que j'ai jamais fait de près ou de loin quelque chose qui s'approche de la pornographie. Parce que mon sujet, c'était pas réellement le sexe en soi, le rapport en soi, mais plus la manière dont les gens sont ensemble dans ce moment-là. En fait, le lien, les gestes, les regards qui unissent les gens dans ce contexte-là très spécifique. D'où le nom Étreinte et pas grosse baise ou du... Ouais, voilà, exactement. Pour être très direct, ok. Voilà. Et par exemple, il y a Jakob Sobol, je crois qu'il est suédois, ce photographe, qui a fait à Tokyo pas mal de séries là-dessus, sur les couples pendant le coït. Et pareil, donc sur du noir et blanc aussi, très contrasté, très dense, et c'est vraiment magnifique, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai découvert ce travail une fois que Étreinte, finalement, j'y touchais plus du tout, parce que j'ai rencontré pas mal de difficultés dans le fait de trouver des gens suffisamment OK avec leur corps, OK avec aussi... il y a quand même une part d'exhibitionnisme, parce que je suis quand même dans la pièce. Donc, c'est pas une série qui allait très loin, parce que finalement, ça me fatiguait de tomber aussi sur des couples qui finissaient en fait par clairement me faire comprendre que eux, ce qui les intéressait, c'est qu'à un moment, je participe. D'accord, ouais.
Donc j'avais l'impression que j'avais beaucoup de mal en fait à cadrer le truc pour que ce soit clair et net, qu'il n'y ait pas de ça du tout dans le rapport. Et du coup, je crois que ça a fini par me fatiguer un peu et j'ai arrêté en quelque sorte. Mais j'estime que c'est un projet qui est un peu endormi, on va dire, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut progresser aussi dans ma tête, qui peut prendre une forme assez intéressante à la fin. Et je sais qu'il y a du potentiel et du plaisir aussi dans ce projet parce que j'ai toujours eu l'impression, quand je traitais les images, de faire quelque chose qui avait du sens et d'important aussi, parce que très peu de monde finalement fait ça, et que j'avais vraiment le sentiment de m'être approprié une esthétique et une ambition là, à travers ce projet. Non, je précise juste un tout petit truc pour les gens qui nous regardent. Revlis vient de dire qu'il y a très peu de gens qui font ça, ce qui est vrai, mais par un heureux hasard, il y a Julie qui était venue sur la chaîne, qui travaille sur les couples polyamoureux. Je vous mets un lien dans la description pour ceux qui veulent suivre ça. Effectivement. Donc du coup, c'est un projet qui est endormi, c'est ça, mais dont tu as trouvé une esthétique, mais qui pourrait repartir si tu avais le... Je pense qu'il me faut une sorte de plan d'action, tu vois, concrètement. Non, mais vraiment, trouver les gens qui sont... list. Ouais, ou alors vraiment essayer d'aller chercher la niche où les gens, ok, pour faire ça, se cachent. Et au-delà de ça, je pense que c'est moi qui dois vraiment avoir l'énergie qu'il faut pour propulser ce projet, parce que pour l'instant, je sens que je suis éparse en fait dans ma manière de travailler. J'ai des idées, j'ai des envies, des objectifs, et j'arrive pas à tout gérer en même temps. Et je pense que ça, il faut vraiment que je me concentre dessus et sur ça uniquement pour le voir, ne serait-ce que progresser un peu. Et je pense que quand j'ai commencé, c'était peut-être un peu trop ambitieux. C'était un trop gros morceau à ce début-là. Ouais. Et puis je pense que c'est aussi le genre de projet qui demandera aussi à gagner en maturité. Tu vois, c'est quand même assez spécial. Enfin, je suis consciente que c'est très spécial et que ça demande ce cadre-là aussi pour que les gens soient à l'aise et se sentent safe là-dedans. Tu as une certaine légitimité de toi, de ton côté. Enfin, au moins l'apercevoir, te dire j'ai fait des trucs, ça, je suis un peu plus droit dans mes bottes, j'ai plus confiance peut-être que c'est ça. Tu l'as commencé. Donc du coup, sur Etrand, tu disais que tu t'étais approprié le sujet, que tu avais trouvé une façon à toi de le faire, ce qui pose inévitablement la question du style. Donc, la question, c'est est-ce que tu penses l'avoir trouvé en général, mais je pense que oui, plutôt, parce que tu arrives à le reconnaître, donc c'est qu'il est là. Ce style, sur une grande ligne comme ça, entre intellectuel et pensée, genre je veux faire ça comme ça, j'ai ça en tête, c'est ça ma personnalité, et un truc complètement instinctif de j'appuie sur le bouton, ça fait ça, et à chaque fois que j'appuie sur le bouton, ça fait ça, donc c'est moi. Toi, t'es où entre les deux ? Alors, je suis clairement pas dans le truc c'est préparé de ouf, absolument pas. D'autant qu'en fait, c'est quasiment impossible dans la mesure où, comme les séances ont lieu chez les gens, ça arrive que je me pointe et que je vois que genre la lumière, c'est chaud. Si t'es sur une chambre, tu vois, hyper Instagram, machin, tu vois, hyper bien décorée, des peintures de beaux gosses et tout, tu vas composer forcément tes images en essayant d'incorporer un petit peu l'âme de la pièce, parce que les choix sont faits parce que ça ressemble a priori au couple que je shoote. Et à côté de ça, t'as aussi des chambres où il y a rien, tu vois, il y a pas du tout de contexte presque. Et du coup, là, forcément, tu vas adapter la prise de vue parce que tu vas pas englober un environnement qui est super pauvre, tu vois. Donc, c'est vraiment un cas par cas. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est que même techniquement, donc même sans parler de la lumière, en fonction de la place que je vais avoir dans cette chambre pour bouger, les angles de vue que je vais avoir, tu peux clairement pas faire tout le temps la même chose. Déjà, ça m'intéresse pas. Mais du coup, c'était assez compliqué d'avoir une sorte de cohérence sur les séries pour ces raisons-là techniques, donc de base. Surtout que c'est important aussi pour moi d'avoir de la distance vis-à-vis des sujets, parce que pour le coup, je pense que c'est ni agréable pour eux, ni pour moi, d'être, tu vois, comme ça, avec une paire de fesses à cet endroit-là. Ouais. Donc, parfois, ça pouvait être assez limité en termes d'angle, en termes de lumière, d'environnement. Et dans ces cas-là, c'est pour ça que c'était sympa aussi d'avoir un parc optique qui pouvait me permettre de rester limite dans le couloir. Et là, presque, c'est ce que je préférais, parce que du coup, ils te sentent moins là aussi. Donc, je pense qu'ils performent aussi un peu moins, parce qu'il y a forcément toutes ces questions-là. Ouais, quand tu te sais regarder, tu ne te comportes pas pareil que quand tu es... C'est ça, ce qui sont soulevés à travers le sexe et la manière de le faire.
Et du coup, ouais, je pense que même si j'avais voulu, c'était impossible de se retrouver sur le truc, tu vois, hyper préparé. Je crois que c'est pas tellement l'enjeu. Au contraire, pour moi, ça me plaît limite de galérer un petit peu, tu vois. Parce que derrière, ça te force forcément à faire des images différentes, à te réinventer un petit peu, et à faire finalement le boulot du mieux que tu peux, quoi. Donc voilà, je me suis jamais sentie, tu vois, avec la goutte en voyant la chambre, en me disant oh là là, ça va pas du tout marcher. Et puis bah aussi, t'as des couples, tu vois, qui proposent des choses aussi, de bouger, de machin. Donc c'est aussi un travail, et surtout là pour le coup, un travail qui va dans les deux sens, quoi. Voilà. Après, ce qui était vraiment cool, c'est qu'à partir du moment où le couple dit bah nous on est partant, sur le coup, ça se passe vraiment bien, tu vois. Il y a pas on sent qu'il y a pas de gêne. Enfin, je me suis rendu compte de toute manière que les personnes qui étaient OK pour faire un shoot étreinte, c'était naturellement des personnes qui avaient un petit peu laissé les complexes à la porte, qui étaient à l'aise en fait avec leur corps, avec leur nudité, et du coup ça c'est vraiment bien parce que c'est un petit peu comme quand t'es photographe, je sais pas, dans la mode et que t'as l'habitude de photographier des modèles, des mannequins qui savent comment bouger. Et après, tu photographies Micheline, rue de l'Alma, qui a jamais été devant un objectif. Bonjour Micheline. Et qui est terrifiée par l'objectif. Ouais. Tu vas pas du tout avoir le même process de travail, ni le même résultat, ou en tout cas pas dans la même durée, pas aussi facilement qu'avec quelqu'un qui sait un peu comment bouger, etc., quoi. Donc ouais, je suis pas absolument au milieu. C'est plus... Côté instinctif. Plus côté instinctif. Ouais. Et du coup, autre question, c'est un truc que tous les photographes ont, je pense, c'est qu'il y a les images que tu aimerais faire et que tu rêverais de faire, ce que tu fais vraiment, ce qui est toi en fait au final, parce que tes idées, ta pratique, tout ça, tu fais tes projets comme à toi et deviennent, il y a toujours ce décalage-là. Mais est-ce que tu as eu ce moment où tu t'es dit, moi je fais ça, j'aimerais plutôt faire d'autres trucs, ou est-ce que naturellement tu as toujours trouvé un peu ta voie et tu t'es pas trop posé la question de ce que les autres faisaient, ce que tu aurais aimé faire, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Est-ce que tu as lutté un peu contre ça en disant, putain, moi je sais pas, par exemple, moi j'aime beaucoup Meyerowitz, je me dis des fois, j'aimerais trop faire des photos hyper stylées à la chambre, tout ça, posé, et en fait ça correspond pas du tout à ma façon de photographier, je fais ce que je fais, et tu vois, il y a un peu cette difficulté quand t'es un artiste qui est d'accepter l'artiste que t'es et pas celui que t'aimerais être. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Est-ce que t'as ce... Alors oui, mais pas sur étreinte. Okay. Parce que sur étreinte, c'était tellement spécifique de toute manière, et pour moi, ça représentait tellement... Enfin, j'ai souvent pensé que je me mettais autant à poil que les sujets, et que déjà d'aller au bout et d'avoir un résultat, je me contentais déjà de ça, parce que je trouvais que c'était vraiment pas mal d'avoir l'audace de faire ça, déjà. Ouais. Et je pense que ça peut arriver quand ça fait déjà longtemps, peut-être que tu fais un truc, tu vois tes images, où tu as peut-être un moment où tu sens que tu stagnes et où tu commences à fantasmer de faire des images plutôt à la façon de machin. Étreinte, ça n'a pas duré si longtemps, il n'y a pas tant de séries que ça, donc je pense que j'ai pas finalement... je ne suis pas allée jusqu'à cet endroit-là où je me serais dit j'aimerais bien faire du sobol maintenant, tu vois. Et je pense aussi que... c'est ce que je disais quand je parlais de maturité par rapport à ce projet-là tout à l'heure. Si dans, je sais pas moi, 10 ans, je reprends ce projet-là, ça m'excite d'imaginer... Alors, le mot est peut-être un peu mal choisi, mais... Ça m'enthousiasme d'imaginer à quoi ressembleront les images dans 10 ans quand le projet aura infusé sur 10 années, quoi. Est-ce que, en fait, je serais incapable de sortir de cette esthétique, de cette zone que je connais aujourd'hui ? Et dans ces cas-là, je me poserais vraiment des questions. Ou est-ce qu'en fait, naturellement, elles auront une autre teinte, ce sera intéressant de l'observer, quoi. Mais non, le petit phénomène là que tu évoques, où forcément tu manges des images, tu regardes des docus, tu entends les artistes parler, bien sûr que tu fantasmes un peu, pas d'être comme eux, mais presque des fois. Je me souviens que j'avais vu un reportage sur Doisneau, pourtant je suis pas fan de Doisneau, tu vois. Mais, je sais pas s'il y a des gros fans de Doisneau, tellement du coup c'est des gros fans hardcore et tout. Si, c'est sûr. C'est une amicale et tout, des clubs. Ouais, après il faut voir qui, tu vois, mais si, je crois qu'il y a une fanbase de ouf. Et donc j'avais vu Doisneau expliquer comment il travaillait et tout, et je me souviens qu'à la fin, limite, j'étais blasée, quoi. Je me disais, mais
mais tu es une merde en fait, tu travailles pas comme lui, alors que lui il travaille bien, tu vois. Et bon, c'est vraiment nul de se dire ça, mais en tout cas, c'est vrai que quand tu vois des artistes qui ont l'air de gérer leur truc comme des oufs, alors qu'on en parlait un peu tout à l'heure, toi, à côté, t'as l'impression que tu t'es dans la semoule, tu galères, t'es un peu schlag, ça te renvoie ce truc de « j'aimerais bien être comme lui quand même ». Mais je pense que ça n'a aucun sens, parce que typiquement, j'adorerais faire des super photos de rue, et en fait, quand je suis dans la rue et que je vois un truc, limite, je me sens prendre 50 kilos et plus être capable d'être une pierre, en fait, de prendre 10 tonnes, en fait, plus, d'être une pierre, et de plus être capable de faire quoi que ce soit, et certainement pas de faire une photo. Et pourtant, je lutte contre ça, je me dis, j'aimerais trop faire des super photos de rue, mais je suis incapable de me limite prendre un pigeon dans la rue, parce que des gens vont me voir faire une photo dans la rue d'un truc chelou. Je me souviens qu'une fois, dans là où j'habite, il y a une sorte de terrain vague derrière où les gosses des fois jouent. Et je me souviens c'est très bueno, ça. Ouais. Je me souviens qu'il y avait un oiseau mort qui avait été jeté à la poubelle. Et moi, je suis restée devant cet oiseau en se disant, mais il faut absolument que je prenne une photo de ça. Genre, j'étais hyper attirée par ce cadre. Et en fait, tout à coup, vraiment, j'ai eu cette espèce de réflexe de lever les yeux comme ça sur les centaines de fenêtres de mes voisins. Et je me suis dit, bah non, je vais pas prendre une photo de ça, parce que si un voisin me voit en train de prendre en photo un putain d'oiseau mort dans une poubelle, ils vont penser que je mange des enfants, en fait. Donc je ne le ferai pas. Et je regrette depuis de pas avoir pris cette photo, qui aurait peut-être été genre trop nulle, hein. Mais forcément, tu la fantasmes, puisqu'elle n'existe pas, elle est forcément trop bien, tu vois. Et tu luttes vraiment aussi contre le truc, entre tes aspirations d'un côté et ce que tu peux vraiment faire. Ouais, bah ouais. Je pense que c'est tout le monde, hein, mais c'est cool d'en parler. Bah ouais. Mais même, moi j'ai un peu ce truc-là avec un photographe italien qui s'appelle Scotti Leonardo. Je sais pas si tu vois qui c'est. J'irai voir. Bah lui, il fait vraiment, c'est de la couleur. Et tu sens qu'il y a du flash, qu'il y a vraiment un boulot sur la couleur qui est assez ouf. Genre, il prend une poule en photo, c'est un truc de ouf, quoi. Tu veux en mettre des poules partout chez toi, tu vois. D'accord. Et en fait, à chaque fois que je vois ces photos, je me dis, mais genre, en fait, je jalouse le fait de faire des images de dingue avec rien. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que je sois devant un truc incroyable pour faire un truc. Et ça, c'est vraiment ce qui me fait du mal, je pense, quand j'y pense, c'est que j'ai l'impression parfois, en fait, d'avoir aucune créativité, tu vois. Je pense qu'on y passe tous. Et ouais, c'est évident. Tu te dis, non, mais lui, il fait ça, moi, il me faut le carnaval de New York pour capter un truc, c'est pas normal, c'est quoi mon problème? Et en fait, je pense que tout simplement, bah, moi, je capte d'autres trucs, tu vois, c'est tout. Et je crois que ça, il faut l'intégrer, le digérer et se dire, ben, chacun sa popote, en fait. Ouais, tu peux pas être excellent partout. En fait, tu peux pas être excellent partout. Enfin, de toute l'histoire de la photographie, personne n'a jamais pu être excellent partout. Sauf Joël Meyerowitz. Bien sûr. C'est une blague, parce qu'il a fait plein de domaines, mais bref. Tu peux pas être excellent partout, mais tu vois partout des gens excellents. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Tu les prends tout le temps, tu ouvres ton téléphone, moi j'ai fait quelques photos de rue, ah putain, lui il est fait mieux, j'ai fait 3 paysages, putain, lui il est fait mieux, machin, et t'as un peu ce truc-là où c'est un peu casse-pied à gérer. Parfois. C'est peut-être un peu ça finalement, tu vois, le rapport à étreinte, où en fait j'ai pas atteint ce niveau de me dire, ah, j'aimerais bien le faire comme lui, parce que je crois que j'étais assez satisfaite de la manière dont je traitais ce sujet, quoi. Et où, même en commençant, je pensais peut-être même pas le gérer de cette manière-là. Et du coup, je pense que c'est ce que j'essaie de dire quand je parle de contentement. C'est que je me souviens, en toute sincérité, la toute première série que j'ai faite, d'ailleurs, c'était un peu nimp parce que, en fait, au départ, j'étais censée shooter un nouveau-né cet après-midi-là. T'as shooté le making-of du petit frère. Quasiment. Non, vraiment rien à voir pour le coup sur ces 2 moments. En gros, les parents ont décommandé et j'étais très amie avec ma voisine à ce moment-là, qui était vraiment la nana la plus libre que j'ai rencontrée de toute ma vie. Souvent, je la prenais en photo avec des portraits pour Chaleur Humaine notamment. Et là, elle avait rencontré ce mec et elle voulait un truc, tu vois. Et j'ai dit, bah... Franchement, Ken, vas-y, viens chez moi, c'est parti. Si vous êtes chaud, on le fait. Et en fait, bah, ils étaient chauds. Sur le coup, c'était marrant, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est drôle. En plus, à l'époque, je travaillais aussi pour... C'est vrai que j'ai pas fait le lien avec ça, mais j'ai travaillé un peu pour un magazine érotique. Et donc, c'était toujours de la bricole de ouf, mais pour le coup, des séries qui étaient vraiment cool. Pour le coup, à cette époque-là, c'était...
je crois que je voulais juste m'amuser, la meilleure époque en fait, quand je faisais de la photo avec des gens, je veux dire. Et on avait fait des séries hyper drôles et tout. Et du coup, j'avais un peu ce truc déjà kinky dans mon travail. Enfin, tu vois, je postais mes séries sur mon Tumblr à l'époque. Et je me souviens que... Kinky, chaud, on pourrait dire. Ouais, un peu, tu vois. Je me souviens que quand j'étais en BTS, donc pour faire le diplôme de management, j'étais la meuf chelou qui prenait des mecs en train de se branler dans un rideau, quoi. Tu vois, c'était... Okay. Et je passais aussi mon diplôme de management, donc tu vois, le combo un peu chelou. Et donc, je pense que j'étais un peu, comment dire, disposée à faire des trucs un peu en lien avec le sexe. Mais justement, c'était pas dans un but démonstratif, en fait. J'avais envie de m'approprier le truc un petit peu plus comme ce qui, moi, me tenait à cœur. C'était vraiment le lien entre deux personnes. Et après ce shoot, donc le tout premier, je me souviens qu'en traitant la série, très maladroitement, à l'époque, genre je retouchais avec iPhoto. Voilà. Okay. Je me disais, enfin, les photos étaient d'une propreté, mais impressionnante, quoi. Vraiment, sans vouloir me vanter, ouais. Je me disais, putain, mais c'est moi qui ai fait ça. Ouais, donc j'étais vraiment un peu sur le cul, genre, c'est vraiment pas mal ce que tu viens de faire, là. Et puis, c'est un peu nouveau, enfin, tu vois. Il y avait aussi mon rapport à l'âge, je pense, qui jouait, genre, j'étais un peu jeune et tout, je me disais... Attention. Voilà, et je voyais aussi, je crois que c'était une photographe qui s'appelle Roxy Hervé, qui avait été relayée, je crois, par Fisheye ou Lens, un truc comme ça à l'époque. C'était peut-être même Combini, hein, c'est possible. Et genre, j'avais vu le gros titre, elle photographie l'amour chez les Parisiens au lit et tout, et j'étais en mode, putain, mais moi aussi je fais ça. Et en fait, on a le même âge et tout. Et au début, j'étais un peu deg, genre... putain, mais pourquoi toi, t'arrives pas à te retrouver dans la presse alors que tu fais ça? Mais en fait, j'étais beaucoup trop, je pense, impatiente. J'avais fait une série, on se calme, tu vois. Enfin, respire, en fait. Déjà, fais tes preuves, continue de faire le truc, et puis on verra ce que j'ai fait. Et j'ai toujours pas retrouvé dans la presse. Okay. Voilà. Mais ouais, pourquoi je dis ça, du coup C'était parce que je te posais la question du décalage entre tes aspirations et le résultat, et comment... Enfin, entre les images que tu rêverais de faire et celles que tu voulais faire, et tu m'as dit que celles que tu voulais faire te convenaient parce que étreinte, ça marchait bien. Ouais. Voilà, la boucle est bouclée, tu as bien répondu à la question, donc ne t'inquiète pas, Révise. Ça va être le moment du coup de passer sur ce qui marche aussi, parce que tu me dis que tu es contente de ce que tu fais, mais tu n'es pas la seule, a priori, vu que tu as été exposée 2 fois cette année. Alors, pas cette année 2022, mais cette année, dans l'année venant de s'écouler. L'année d'avant. L'année d'avant, tu es passée à Artsep et sur le bus magique. Ouais. Comment tu as trouvé les opportunités? Comment tu as fait la sélection? Comment tu as fabriqué les images? Avec quels moyens? Tout ça. Enfin, comment ça s'est passé d'exposer 2 fois? Et ce que ça t'a apporté? Et si tu as oublié une partie des questions parce que j'en ai posé énormément, tu peux lever la main et je te les... D'accord. Je te laisse comment. C'était deux processus hyper différents, que ce soit pour être sélectionné, entre guillemets, parce que sur l'exposition au bus magique, il n'y a pas eu de sélection de candidature de quoi que ce soit. C'est juste que je connaissais la personne, donc Julie, qui est commandant. Ah là, on va dire commandant de c'est un bateau, de bord. Bah oui, voilà, c'est très bien, on va dire ça. Donc elle est commandante sur le bateau, et on s'était déjà rencontrés, je crois, 5 ou 6 ans plus tôt, où je devais dire avec une bière à la main, ouais, je fais des photos, ouais. Moi, je suis photographe, ouais. Et ça s'est arrêté là, tu vois. Enfin, pas tout à fait, parce que j'avais montré les photos quand même, j'avais eu le réflexe de montrer les photos, et elle avait adoré, donc c'était étreinte à cette époque-là, je pense. Et elle m'avait dit, bah trop bien, moi j'adore, machin, mais tu vois, c'était genre conversation tranquille. Et donc, X années plus tard, mon ami Alexandre donc me parle de Julie, il me dit, bah, elle vient d'ouvrir un bar associatif sur une péniche sur la Deule à Lille, et ils sont en train de travailler la programmation culturelle. Est-ce que ça pourrait pas être bien que tu te proposes comme artiste pour exposer, d'autant que t'as jamais exposé, que ça commençait à me faire un peu souffrir, parce que je me cachais tout le temps en fait derrière des excuses. Je disais tout le temps, je ne suis pas assez mature pour exposer. What the fuck? Genre, ça a du sens et ça en a pas vraiment, parce que déjà je fais de la photo donc quand même depuis un petit moment, et dernièrement j'avais vraiment donné un sens à ce que je voulais faire. J'avais arrêté les prestations,
J'avais fait le petit switch de prestataire vers artiste-auteur. J'avais revendu mon matos numérique qui me saoulait. Je sais pas trop comment dire ça sans paraphraser Cliff, presque. Cliff Chan, que vous verrez peut-être bientôt. Mais cette idée de journal, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, de faire des photos, des gens autour de moi, mon quotidien, ma vie, ce qui est apporté. C'est un peu l'idée du journal photographique. Et c'est un peu ce que j'avais, c'est-à-dire que j'avais emmagasiné 50 films développés, scannés, classés, avec quelques tirages sur les dernières années. Il y a un moment, mais de quoi t'es pas assez mature? Montre-le ton boulot, enfin, sors-toi les doigts du cul, hein, on va le dire clairement. Tu passes beaucoup de temps à t'engueuler toi-même, j'ai Bah oui, parce que... Mais non, mais t'as raison, mais parce que si je m'engueule pas, en fait, j'ai pas conscience que je me sabote, tu vois. Et je fais ça très facilement, tu vois. Je réfléchis beaucoup, donc je me remets quand même beaucoup en question. Et il y a un moment où, en fait, quand t'as défini, t'as vu, tu t'es observé, il faut quand même raisonner ce que tu ressens et un peu aller de l'avant. Sinon, bah, en fait, t'es tout le temps avec tes pensées à te dire j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de cela, sauf qu'en fait, c'est toi qui décides. Tu vois, je pensais ne pas être capable de faire d'expo. Je l'ai pensé, je m'en suis convaincue pendant des années. Cette première expo, c'était vraiment une réussite. Et enfin, objectivement, elle avait du sens, elle était quali. J'ai eu des retours, mais juste inespérés sur cette collection. Enfin, je veux dire, je me suis vraiment, je me sentais solide dans cette expérience, alors que j'étais vraiment persuadée que j'allais juste faire un truc nul pendant des années. Je faisais que ça parce que j'avais tellement sacralisé l'expo. En plus, peut-être première expo, il y a un truc genre, tu sais pas comment ça fonctionne. Ouais. Tu te fais un monde d'un petit rien, quoi, tu vois. Et alors moi, ça me terrifiait d'imaginer que après toutes ces années à montrer vraiment très timidement mon boulot, j'allais devoir être sous le regard de plein de monde où genre c'est juste là, je peux pas me planquer. En fait, on m'attend moi, tu vois. Et du coup, c'était vraiment un cap à franchir. Et je peux pas juste toujours me dire, puisque ça me fait peur, je vais pas le faire, tu vois. Au contraire, il faut le faire pour se prouver qu'en fait, c'est no big deal. Enfin, ça en est un dans ma tête émotionnellement. C'est vraiment un beau moment et ça a de l'importance. Mais c'est le début, en fait. Et ça, faut pas que je l'oublie. C'est que si je veux continuer de ressentir ce que j'ai ressenti ce jour-là, donc le jour de l'inauguration du vernissage, et ce que j'ai ressenti pendant tout le mois, parce que ça a quand même duré un mois, c'est vraiment pas mal. Je me dis, il n'y a pas tant d'artistes qui ont cette chance de pouvoir dire bah, j'ai exposé un mois entier dans un lieu quand même vraiment cool, toute seule, et c'est moi qui ai tout géré de A à Z, tu vois. Du coup, tout géré de A à Z, comment t'as choisi les images, du coup, et comment t'as fait les tirages, après? Alors, au niveau des images, je suis vraiment partie... Donc c'est un projet qui s'appelle, déjà on va donner le nom. C'était « Et toi, tu vas où ?» Alors, je vous avoue que je suis pas folle de ce nom. C'est vraiment... Ça changera peut-être un jour, si c'est... Ouais, non, mais en fait, je crois qu'il y a des points aussi où... Il y a un moment, je me suis un peu brain, tu vois. Genre, sur les formats d'impression, par exemple, je savais plus où donner de la tête. Je savais plus ce que je voulais, ce qui était bon, pas bon. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi un format unique, tu vois, pour aussi me permettre de me soulager de trucs à certains endroits où je sentais que j'arrivais pas à faire de choix. Sinon, ça n'avançait pas, en fait. Donc, elle s'appelle comme ça parce qu'on parle surtout pas seulement de voyage, mais juste d'ailleurs, en fait, du fait de littéralement bouger, quoi, dans le monde, dans la vie. Et c'était une exposition, du coup, en diptyque. Donc, il y avait 16 œuvres, donc 8 diptyques, donc en format unique pour la raison que je viens de donner. Mais il y avait quand même cette histoire de quête de sens où je voulais pas donner plus d'importance à un moment ou un endroit de ma vie qu'à un autre. Donc, il y avait quand même une envie d'être homogène dans ce sens-là aussi. Et en plus, ça m'a permis de pas me prendre la tête 8000 ans là-dessus, parce que je crois que sinon, je serais encore en train d'envoyer des invites pour un truc qui se passerait pas, tu vois. Et comment j'ai construit la série? Comme je l'ai dit, j'ai énormément de photos. En fait, j'ai énormément de négatifs qui sont classés et qui sont au propre dans un tiroir. Et des photos dont j'ai jamais rien fait. Je veux dire c'est bien, elles sont numérisées, elles sont sur mon ordi dans mes disques, mais... c'est tout. Genre, il n'y a jamais eu de corps pour ces images. Il n'y a jamais eu d'ensemble. Enfin,
Je les ai jamais mises en écho les unes avec les autres. Et je me disais, mais j'ai envie en fait de donner un corps à ces photos-là qui existent, dont je suis fière, qui racontent des choses de moi. Parce que à la question que tu posais, pourquoi tu fais de la photo, il y a évidemment ça. Essayer de donner de soi différemment que là, en disant je suis ci, je suis ça, j'aime ceci, tu vois. Et donc j'ai essayé de créer une collection au plus proche possible du sentiment de stagnation, du fait d'avoir grandi dans une famille qui bougeait pas, dans le contexte social dans lequel j'étais, et de mettre ça en écho avec mes aspirations d'après, justement quand j'ai commencé à m'ouvrir, à sortir un peu d'Ouvrin City, et à me dire que je valais quelque chose, en fait, tout simplement. C'est un peu cette histoire-là. Et du coup, de venir travailler avec des images en binôme qui se ressemblent et qui, en même temps, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Dans la question de là où, à quel moment ça a été pris, dans quel contexte, etc. Donc, d'avoir vraiment une fracture nette entre on pouvait voir assez clairement le côté enfermement, frustration, vraiment stagnation, quoi, comme ce que j'ai pu être longtemps dans ma vie. Et au contraire, face à ça, une vraie évasion, quoi, une ouverture au monde, des teintes aussi un peu plus optimistes, je pense. Et voilà, c'était un peu une espèce de balade comme ça entre deux mondes et entre deux vrais cycles de ma vie, quoi, finalement. Et ça a été compliqué de passer de j'ai un gros tas de pellicules scannées à j'ai 16 images exposées? Ah bah oui. La réponse avait l'air évidente, bah oui. Je la posais naïvement. Ça s'est passé comment? Franchement, c'était chaud. C'était chaud parce qu'à chaque fois que je faisais un choix, j'avais l'impression d'être à côté de la plaque. Okay. Et même aujourd'hui, je me dis, est-ce que ça aurait pas été plus clair? Et puis après, tu te dis, ouais, mais est-ce que je veux que ce soit plus clair? Tu sais plus. En fait, à partir du moment où il y a 3 mois qui passent, déjà, tu as un regard critique sur ce que tu viens de faire. Toi, le truc, tu l'as déjà digéré. Donc, tu es forcément déjà dans le truc de qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Sauf qu'au moment où tu fais le truc, qu'est-ce que je peux faire tout court? Tu vois, donc c'était assez complexe et j'avais vraiment peur d'être la seule à être dans un délire, tu vois, genre c'est hyper évident pour moi et en fait ça ne l'est pas du tout. Et c'est totalement plausible que plein de gens se soient dit ça et je crois que c'est comme ça pour tout, en fait. C'est comme moi, tu me mets dans un musée devant l'art contemporain, genre en sculpture. Je vais rien habiter, quoi. Rien. Et puis après, il y a toujours une distance entre toi et comment tu as conçu ton œuvre et comment ton œuvre, après, elle parle au public. Et des fois, c'est un peu le téléphone arabe, quelque part. Tu vois, des fois, absolument. C'est un peu... À moins... Après, une des façons de pallier à ça, qui n'est pas forcément la plus agréable, c'est de mettre des tétrachiers de texte, mais ça casse un peu le plaisir de la découverte et tu casses un peu le côté où le spectateur peut s'approprier l'œuvre. Exactement. C'est un jeu d'équilibriste entre les deux. Totalement. Et d'ailleurs, c'était vraiment le but, c'était que... tu vois, je sais que ça a déstabilisé quelques visiteurs de voir la note d'intention qui parlait de voyage, d'évasion, un petit peu d'enfance et tout. Et de se retrouver devant la photo d'un feu qui crame, quoi. Où les gens étaient genre, mais elle a fumé beaucoup de je comprends pas. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment des gens Cette vidéo va être démonétisée, on a dit le nom d'une drogue, c'est bon. Ah mince. Tu as de quoi? Pour moi, c'était vraiment l'idée de s'interroger aussi sur son imaginaire. Je sais que je l'ai beaucoup répété, mais c'est important pour moi parce que pour moi, ce feu, c'est vraiment, s'il devait y avoir qu'une seule image des vacances auxquelles j'avais droit enfant, ce serait ce feu, tu vois. Alors que pour un autre, le feu, c'est peut-être un truc hyper anxiogène ou un truc traumatisant ou un truc, au contraire, tu vois, ouais, j'étais scout, super, tu vois. Et je trouve qu'effectivement, de claquer un texte pour dire « Alors, en fait, le feu, je vous explique ce que c'est », ça gâche. Ouais, t'as tout. Finalement, il n'y a plus vraiment de sens à faire ça. Et il y a quand même... Alors, c'était souvent des personnes qui avaient déjà... qui étaient un peu âgées, qui demandaient le texte, tu vois. Donc, je me demande, je ne sais pas si... Je ne sais pas où je vais avec ce lien. Non, mais c'est peut-être que... Après, j'ai pas trop conscience de ça, mais peut-être que c'est... T'as peut-être un public qui est plus habitué, je sais pas, il y a peut-être moins d'expo photo à l'époque, qui regardait plus de magazines avec du texte, ou j'en sais rien, ils ont peut-être besoin. Après, t'as des publics différents, il y a des gens qui ont l'habitude des expos, qui n'ont pas besoin d'être trop accompagnés, t'en as certains... C'est peut-être pas une question d'âge en plus, je pense pas, c'est peut-être une question de juste...
quelle habitude t'as de t'approprier une œuvre tout seul, ou est-ce que t'es pas à l'aise? Tu vois, l'accès à l'art, c'est compliqué comme sujet, c'est pas forcément aussi mécanique que ça. Donc Rêvelise, tu nous as parlé de ta pratique, tu nous as parlé des doutes que tu avais eus et comment le fait de te sortir les doigts du cul par toi-même à chaque fois t'avait amené à avancer plus loin, etc. Et que même quand d'extérieur on peut dire waouh, elle fait des expositions et tout, c'était pas pour autant que c'était simple de ton côté à faire et forcément limpide. Du coup, c'est pour le coup. Alors d'habitude, je vous dis que je posais toujours les mêmes questions à tout le monde. Ça n'a pas forcément été le cas cette fois-ci, mais c'est pas grave, c'est un peu plus fluide, interview fleuve, on pourrait appeler ça comme ça. Mais du coup, il y a quand même une question auquel je tiens parce que je la trouve qu'elle est très importante. Si tu pouvais donner 3 conseils aux gens qui nous regardent, alors pas tous ensemble, mais c'est super simple de voir comment les sortir. Imagine que derrière l'écran, il y a toi, une autre gamine comme toi qui était au lycée, etc. Et qu'est-ce que toi, t'aurais aimé savoir à ce moment sur la photo qui te serait utile maintenant, en fait? S'il y avait 3 choses que tu pourrais dire, ok, putain, ces 3 trucs-là, si je les avais su dès le début, j'aurais gagné peut-être 2 ans, 1 an, ou peut-être ça serait passé mieux. Il y a un truc qu'on m'a dit quand j'ai préparé l'expo au Bus Magique, qui m'a d'ailleurs été dit 2 fois par 2 personnes différentes, et je me suis dit, mais les gens savent ça, c'est pas normal que moi je sais pas. Okay. C'est comme je l'ai dit, pour moi le monde de l'art et les choses liées aux expositions, se faire un réseau, tout ça, pour moi il y a eu longtemps un truc très sacré qui me faisait croire qu'en fait il y avait des règles très précises à respecter, à aller dans ce sens-là et puis essayer de gérer, quoi. Et en fait, quand j'ai préparé le Bus Magique, donc étant de nature à douter très facilement, j'étais souvent un peu tiraillée, j'avais peur de faire les mauvais choix, de pas faire la bonne chose au bon moment, au bon endroit et tout. Et il y a 2 personnes qui m'ont dit, mais en fait, ce qu'il faut pas que tu oublies, c'est que ton expo, elle t'appartient. C'est-à-dire que c'est à toi, et du coup, tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est la première fois que je l'entendais, en fait. Tu fais ce que tu veux, c'est toi qui décides, en fait. Faites ce que vous voulez, du coup. Ouais. C'est vous le boss. C'est ça, parce que c'est facile, en fait, de se faire un monde de choses qu'on ne connaît pas, parce que on n'a pas d'expérience, on n'a pas de repères, on n'a pas de référence. Et du coup, on pense que, voilà, il y a ces limites, les règles du jeu, elles sont là, dans le marbre, et puis tu suis et c'est tout. Et en fait, non, pas du tout. C'est vrai que... c'était ça, je pense, le plus agréable finalement à travers l'expo Bus Magique, c'est que tous les choix, c'est moi qui les ai faits, quoi. Alors, parfois sur conseil et avis de ceux que j'estime et en qui je fais confiance à leur point de vue, et les collègues, notamment Cliff, etc., où il y a forcément beaucoup de discussions autour de je fais ça, je veux le faire comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Et puis après, des choses à prendre et à laisser, mais en tout cas, la première chose, c'est de pas oublier qu'en fait... c'est à nous, quoi. En fait, c'est vraiment, ça nous appartient, et à partir de là, il n'y a pas vraiment mieux placé que nous-mêmes pour faire le choix qui s'impose, en fait. Et du coup, en lien avec ce conseil-là, et ça, c'est vraiment le truc que j'aurais voulu intégrer et vraiment digérer très vite. C'est quelque chose que tu dis souvent. C'est la question du fait de faire quelque chose de substituable. C'est tentant quand on commence ou quand on essaie un peu de progresser, de faire un peu comme machin, parce que ça marche chez comme machin, j'ai envie de marcher, ça me plaît à peu près, je crois que je suis capable de le faire, je vais faire ça. Okay. Sauf que ça peut fonctionner un moment, mais il ne faut pas rester, je crois, enfermé dans ce truc-là, parce que sinon tu fais comme Michel et Micheline, quoi, tout le temps. Et en fait, ça n'intéresse personne. C'est pas du tout valorisant. Et je crois que c'est vraiment important à un moment de se poser et de se dire qu'est-ce qui me ressemble, en fait. Donc, si on part de ce socle-là, qu'est-ce qui me ressemble? Qu'est-ce qui est ce que je suis? Et comment je peux le transmettre à travers ma photo ou enfin mon art? Je crois que c'est déjà le meilleur point de départ quand on veut créer quelque chose. Je dirais pas le contraire. Oui, parce que naturellement, tu pars de toi et pas d'un autre. Donc de base, c'est plutôt GG de partir dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment le truc. Je crois que j'aurais envie qu'on me le torpille, tu vois. Alors je crois que je suis pas trop tombée dans ce piège-là, notamment via Étreinte tout de suite, tu vois, où c'était quand même un peu particulier. Et puis je pense que je suis assez critique en règle générale sur ma personne. Ça a pas l'air de manquer, ouais. Voilà, du coup, je crois que je me laisse pas trop le temps de faire des choses qui me ressemblent pas ou que je gère pas. Enfin, si je suis mauvaise, je suis capable de dire que c'est mauvais et qu'on passe à autre chose. Ce qui serait terrible, c'est que je fasse de la merde maintenant, que je m'en aperçoive pas. Mais c'est pas le sentiment que j'ai, en tout cas. J'ai l'impression que, je dis pas, je galère. Il y a des fois, je fais absolument pas de photos. Je ne vois rien. J'ai l'impression d'être
hermétique à ce qui se passe autour de moi et bah, ça me fait du mal parce que j'ai l'impression que quelque chose cloche, tu vois, ce qui est possible. Mais en tout cas, quand je finalise mes images et que je les partage, c'est qu'elles ont du sens à mes yeux et qu'elles ont une certaine qualité. Sinon, j'aurais pas du tout envie de les montrer. Donc, ce sera, je pense, le dernier conseil, c'est ce dont vous êtes fiers, en fait, montrez-le. Parce que déjà, c'est un peu une prise de risque de dire bah, « je fais ça » et de le donner, en fait, aux autres à regarder. Et surtout, vous vous offrez la possibilité d'être critiqué. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que si vous montrez jamais ce que vous faites, vous ne recueillerez jamais non plus l'avis des autres. Et du coup, de potentiels soutiens, de potentiels avis critiques intéressants. Alors, je dis pas de tout montrer et de se faire torpiller et d'avoir envie de pleurer toute la nuit après. Mais même si ça devait arriver, ben, au moins, ça servirait à quelque chose. Donc, ce serait vraiment... le dernier, c'est montrer ce qu'on fait, en fait. C'est hyper important. Et parmi tout ce que j'ai, il y a plein de choses que j'ai jamais montrées. Et à chaque fois que je m'en rends compte, je me dis, mais c'est tellement nul et dommage, en fait. Enfin, je crois que parfois, on attend un peu le meilleur moment ou la meilleure forme pour montrer une image, parce qu'on sacralise aussi. Et en fait, on ne montre rien, et c'est vraiment dommage parce que ça mérite d'être vu, en fait. Si ça a été conçu, tu vois, avec passion, amour et que sais-je, j'en sais rien, mais il faut qu'il y ait un public, je crois. Sinon, enfin, franchement, le disque dur, il s'en fout d'avoir 10 000 photos, en fait. C'est ça. Tu vas pas recevoir un message de Seagate qui te dit « Vous avez bien rempli un disque, merci ». Bien joué, mec. Non, ça existe pas, tu vois. Donc, si je résume, du coup, c'est vous le patron ou la patronne. Osez être vous-même et montrez le travail dont vous êtes fier. Bah, osez être vous-même avant même d'oser juste s'interroger sur qui je suis. Et après, tu vois. Parce que, en fait, c'est peut-être ça qui est le plus difficile, c'est de se trouver soi à travers ce qu'on propose. Et je pense qu'on cherche ça continuellement, mais je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un effort de transparence et de sincérité avec soi-même avant toute autre chose possible, en fait, parce que bah, sinon, je suis convaincue que c'est pas intéressant. Tu vois, c'est peut-être ce stade-là de maturité qu'il faut, je crois, pour tout travail, c'est de vraiment juste s'observer, en fait. Pour moi, l'observation est la clé de l'univers, et je crois que c'est valable très très fort dans la création, quoi. Eh ben, ce serait un super titre de vidéo, ça. L'observation est la clé de l'univers, par Rêvelyse. Voilà. Vous arrivez à la fin de la vidéo, donc vous avez vu le titre, je ne le connais pas encore à cette étape-là, mais vous pourrez dire en commentaire, vous foutre de moi si je ne l'ai pas respecté, et surtout suggérer un meilleur titre si celui que j'ai pris ne vous plaît pas. Et bien on arrive à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à la liker, à la partager, à la commenter, c'est super important de le faire, je le dis à chaque fois, mais c'est des formats qui sont plutôt longs, et si vous les appréciez, bah, la meilleure façon de les soutenir, c'est vraiment de flatter l'algorithme de YouTube pour que d'autres gens puissent la voir et la découvrir à leur tour. Bah, merci beaucoup Rêvelyse de t'être prêtée à l'exercice du canapé psychanalytique photographique, on peut l'appeler. Trop bien, c'est parfait, bah, merci à toi. On peut l'appeler comme ça. Je vous mets dans la description tous les liens vers les projets dont on a parlé, de Rêvelyse, etc., ces réseaux, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait et compagnie, donc vous trouverez ça, tout ça dans la description. Et bah, moi je vous dis à la prochaine pour une autre interview, une autre vidéo, et puis voilà, à bientôt. C'est le moment où ça n'a pas encore démarré, tu peux dire des conneries. Là, je me rappelle, il faut que je respire surtout. Attends, je suis à 2 doigts de basculer. Tu veux boire un coup? Oui. Quand même des questions très, très simples, mais qui sont complexes à traiter, je trouve. Ouais, on sent que c'est rodé quand même. Tu me leads et puis je vais là où tu veux que j'aille. On dirait tellement une phrase de LinkedIn. C'est parce que j'ai un diplôme en management, ça. J'espère que je dis pas trop de conneries, hein, franchement. Non, mais par contre, à chaque fois, le passage où tu dis j'espère que je dis pas trop de conneries, il finit forcément dans le bêtisier. C'est obligé, c'est tradition. J'étais tout seul sur le à bientôt. Ouais, moi j'ai juste souri.